أنا واقف نقدر نقرب. C'est bon maintenant? Oh, ok, c'est bon. Il y a juste, on va attendre un peu les gentils. On commence. 10 vues, 20 vues, on commence. Ok, tout est bien. Ben, ok, ok. Juste on attend une seconde. Pas de souci. ويبقى راح نتكلم معاهم. C'est pas trop de bruit. Pas de souci. Non. C'est pas trop. Non. On a 7 vues déjà. Oui. Tout le monde est en train de me souhaiter la bienvenue. Je vous la souhaite également. Bienvenue à tout le monde. Bon, on commence. On est à 9 vues. Ça monte, ça descend. C'est comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'éclairage ici, on va faire avec, il n'y a pas de souci. On est en train de mettre des torches, il n'y a pas de souci. De toute façon, vous allez me faire signe s'il y a des choses qui gênent après. Mais je pense que ça sera bien.
Alors, bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. Vraiment, je suis très ravi de pouvoir intégrer ce réseau, de ma position d'enseignant et de chercheur, mais également d'expert. Ce que je fais aujourd'hui à la demande de Mohamed Salem, que je remercie beaucoup, mais aussi du réseau des jeunes scientifiques mauritaniens, c'est essayer de vous donner quelques retours sur mon expérience et mon expertise dans le domaine de la communication également. Alors, je m'appelle Walid Mbarek, j'ai 41 ans. Je suis marié, j'ai 2 enfants déjà, une fille de 11 ans et un garçon de 6 ans. Ce que je fais dans ma vie, c'est beaucoup de choses en fait. J'essaie de marier plusieurs casquettes. Je suis d'abord enseignant, professeur principal émérite de français et doctorant en littérature et art de spectacle. Je travaille sur 2 unités de recherche. Je travaille sur tout ce qui est le domaine de l'acteur, enseignant, sur la littérature et l'art de spectacle. Je travaille avec 2 unités de recherche en Tunisie et en France. Et actuellement, j'occupe le poste d'enseignant-chercheur à Polytechnique Sousse, à l'école d'ingénieurs au Mohamed Salem Fessecourt. Et je suis chef de département des langues. Je pilote tout ce qui est l'action pédagogique de l'anglais, le français, l'allemand et l'italien. Mais parallèlement, je porte 3 autres casquettes. La première, c'est je suis formateur expert dans le domaine de soft skills. Je fais de l'accompagnement personnel et entreprise sur tout ce qui est technique de communication, gestion de conflits, intelligence émotionnelle, c'est ma spécialité. Communication interpersonnelle, mailing, rédaction des rapports, changement comportemental, c'est ma dernière spécialité sur laquelle je travaille. Je travaille beaucoup sur ce qu'on appelle le mindset, ça veut dire le changement de comportement, de décision, quelques notions de leadership également. L'autre casquette que je porte est celle de l'acteur théâtro-thérapeute. Je travaille sur l'art-thérapie, ce que vous appelez la LH Belfand, c'est l'art-thérapie, c'est comment on traite les gens dans l'attitude comportementale par l'outil théâtral, parce que je suis acteur et metteur en scène. Je travaille beaucoup avec des enfants autistes, des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, mais également je forme dans les prisons. Je fais ce qu'on appelle la réhabilitation comportementale. Je travaille avec, entre guillemets, des criminels, des gens qui ont fait des délits et qui sont en état de suspension, en état d'incarcération dans des prisons. Et on travaille sur la façon de changer leur façon de réfléchir par l'outil théâtral. C'est un peu l'art-thérapie ou le changement comportemental thérapeutique par l'outil artistique. Parallèlement, je suis formateur pour la vie étudiante. Je fais de l'accompagnement pour les projets. Ma spécialité, c'est la communication, la prise de parole en public, le changement comportemental, mais également aussi tout ce qui est la rédaction des CV intelligents, des entretiens d'embauche. Voilà, c'est ma spécialité. Aujourd'hui, je vais essayer avec vous de vous donner quelques retours sur des techniques efficaces, intelligentes. Mais je préfère que cette séance soit plutôt une séance plénière où je vais développer avec vous des pistes de réflexion ensemble pour que, ultérieurement, si ma formation vous intéresse, on pourrait faire une formation encore plus intelligente avec l'outil DataShow dans une salle. Mohamed Salem s'occupe de ça. Il a les outils, il a l'intelligence de fédérer une action pareille et je lui fais confiance. Et si vous êtes certain que je pourrais par la suite vous déléguer des expertises sur les techniques de réponse, notamment devant les entretiens d'embauche, dont on parlera aujourd'hui, on peut le faire autrement. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de la com, de la communication. Vous savez que toute notre vie se base sur la question de la communication et que communiquer, tout le monde le dit, vous n'avez qu'à aller sur YouTube, vous allez trouver des millions et des centaines de millions de vidéos qui parlent de ça. Et donc, pour moi, la question de communiquer est très importante parce que tout le monde traduit communiquer comme échanger, partager, discuter, converser, dialoguer. C'est pas ça. Parce que communication, dans communiquer, il y a commun. Et c'est une mise en commun entre un émetteur et un destinataire, un récepteur de l'information. De votre position d'étudiant, de chercheur d'emploi ou de gens qui travaillent déjà, vous allez vous poser la question pourquoi on a du mal à nous connecter à l'autre. Parce que la communication est un problème de connexion. Vous savez très bien qu'au fond de chaque personne, dans les neurones, tout ce qui est cérébral, nous naissons avec une centaine de milliards de neurones. Et que chaque neurone se connecte avec
la neurone voisine à la vitesse de 10 000 connexions par seconde. Ça veut dire que si je traduis ça en chiffres, je dirais que dans la vie d'un garçon qui a 15 ans ou d'une fille, il y a 472 millions de secondes. Si on les multiplie par 10 000 connexions par seconde, imaginez le chiffre immense qu'on va avoir. Et la communication qui fait que moi, je travaille avec des criminels, je travaille avec des enfants, je travaille avec des étudiants, je chapeaute des unités de langue. Comment j'ai pu réussir à faire ça? Je fais de l'acting, du traitement, même, c'est de l'accompagnement psychologique même, par l'art thérapie, qui est un peu un volet de ce qu'on appelle la psychologie d'accompagnement. On se pose la question, pourquoi on a du mal à nous connecter avec l'autre? C'est parce qu'on a du mal à nous connecter avec soi. Et si on arrive à se connecter avec soi, à se comprendre, facilement on pourra comprendre l'autre. Alors, si vous allez travailler sur n'importe quel thème, définissez n'importe quel thème, vous allez dire gestion de conflit ou désamorçage de conflit, communication interpersonnelle, entretien d'embauche, CV, tout est à la base de la communication. Et ce que les entreprises ont compris dernièrement, que la révolution commence quand la communication au sein de l'entreprise change, mais cette communication des personnes ne peut être efficace que lorsque la personne arrive à comprendre soi. Donc, il y a plusieurs volets, la confiance en soi, la connaissance de soi, l'estime de soi, le sentiment d'appartenance, plusieurs choses. Même vous, Mauritaniens, vous êtes en Europe ou ailleurs, parfois vous vous posez la question, pourquoi j'ai un réseau restreint? Ou d'autres diront, pourquoi j'ai un réseau plus élargi? Ben, c'est votre intelligence relationnelle. Donc, toute notre vie se base sur la question de l'intelligence relationnelle. Et si on se pose la question de l'intelligence, certaines personnes se diront je suis moins intelligente que d'autres. C'est pas vrai. Parce que je vous raconte une anecdote. Il y a un expert qui s'appelle Albert Jacquard, qui travaille sur la génétique, qui est allé dans une ZEP. La ZEP, c'est la zone d'enseignement prioritaire. Et ce monsieur-là, il a essayé de montrer aux élèves qui manquent d'intelligence, parce que c'est des élèves d'une zone prioritaire, que intelligent est un adjectif que tout le monde peut acquérir, que tout le monde peut décrocher. Alors, il a dit devant tout le monde, bonjour, je suis là pour vous parler de l'intelligence. Et que tout le monde peut être intelligent. Il a une fille de 6 ans, elle vient vite, elle court, il lui dit, monsieur, qu'est-ce que je dois faire pour être intelligente? Et là, Albert Jacquard, avec toute la modestie, mais le génie également, lui a répondu, c'est la question la plus intelligente que j'ai jamais reçue de quelqu'un qui a 6 ans. C'est une question intelligente parce qu'elle dresse un débrief d'ensemble et elle dresse un chemin très clair. Il lui a dit cette belle réponse. Je ne sais pas comment devenir intelligent, mais je sais parfaitement comment devenir idiot. Et pour devenir idiot, vous n'avez qu'à consommer un paquet de chips, regardez la télévision. Chose que vous n'avez pas fait, la preuve, vous êtes là aujourd'hui en train de m'écouter et d'essayer de comprendre le phénomène de la réflexion dans le domaine de la communication. Donc, ce que je fais, moi, dans les plénières, dans les relations que j'entame avec mes étudiants, avec les professionnels, j'essaie toujours par expliquer le concept de la communication à partir de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence, c'est la capacité à résoudre les problèmes, à trouver des solutions, à réseauter autour de nous, à changer l'eau en glaçon pour qu'il puisse durer longtemps, à être plus créatif dans les relations que nous sommes en train d'entretenir avec les autres. Mais émotionnel, pourquoi émotionnel? Parce que dans les entretiens d'embauche, dans le CV que vous allez rédiger, dans vos futurs conflits, s'il y a, comment désamorcer les conflits? Certains parlent de gestion de conflit. Ce terme-là, je ne l'utilise pas beaucoup dans mes recherches. Parce que gérer un conflit, c'est indirectement camoufler le conflit, essayer de le cacher. Et un jour, il va ressortir, il va émerger encore. Et c'est le retour de la médaille, quoi. Alors, moi, je parle de désamorçage, ou je parle de transformation de conflits. Pourquoi transformer les conflits? Parce que les conflits sont générateurs de productivité. Si j'ai un conflit avec quelqu'un, c'est parce qu'il y a des idées qui convergent ou qui divergent. Et à partir de ce moment-là, si j'arrive à communiquer avec la personne, je pourrais, par la suite, trouver des solutions, enrichir mon réseau de connaissances. Certaines personnes disent que si tu as une pomme et que j'ai une pomme, si on échange les pommes, chacun aura toujours une pomme.
Mais si tu as une idée, que j'ai une idée, si chacun de nous échange l'idée avec l'autre, on aura chacun deux idées. Donc, la communication intelligente, émotionnelle, se base sur le contrôle et la gestion de nos émotions. Bien sûr, avec Mohamed Salem, au fur et à mesure, je vais essayer de lire les questions et de trouver des pistes de réponse. Ce que je vais essayer de vous poser, la question c'est vraiment, il faut réfléchir autour de cette question-là. Toutes les formations que vous allez faire prochainement, à part les formations hard, formations techniques, je parle des formations en soft skills. Le monde change grâce aux formations en soft skills, grâce à ce qu'on appelle l'investissement en soi. La meilleure terre dans laquelle tu investis, c'est la tienne. Mais attention, toutes les terres à cultiver ne sont pas toujours reconnaissantes. Certaines terres sont ingrates. Ça veut dire, il se peut que tu cultives en toi quelque chose que tu ne trouves pas, parce que tu n'as pas développé une intelligence émotionnelle. Même dans le Coran, au Coran, toutes les décisions relèvent du cœur. Quand on parle au prophète, le Coran est descendu sur le cœur du prophète pour qu'il puisse réagir. Ça ne vient pas sur le cerveau. Là où il y a le cerveau, il y a la réflexion, la maturité. On a besoin d'aimer la chose. Donc, si vous aimez ce que vous faites, si vous êtes dans du domaine, médical, si vous êtes dans le paramédical, dans l'ingénierie, dans les techniciens supérieurs, dans le commerce, dans le management, si vous aimez ce que vous faites, certainement, cette passion sera contagieuse. Elle va essayer de parfaire, de développer une certaine confiance par rapport à votre réseau. Donc, ce que vous allez faire maintenant, c'est essayer de me poser des questions au fur et à mesure que j'avance dans une réflexion d'ensemble. Alors, comme je l'ai dit, je ne vais pas vous changer la tête, mais je vais essayer de vous donner des pistes d'amélioration. Ces pistes d'amélioration, je vous donne un exemple. Dans un entretien d'embauche, et vous allez savoir aujourd'hui qu'on va parler un peu du tout de rien, mais c'est des réflexions d'ensemble. Dans un entretien d'embauche, le recruteur vous pose cette question. Parlez-moi de vos points faibles. D'autres diront, parlez-moi de vos faiblesses. D'autres diront, parlez-moi de vos défauts. Moi, en tant que candidat, je dois sourire. Et dans le sourire, il y a ce qu'on appelle le Mona Lisa Smile. Le Mona Lisa Smile, c'est de ne pas montrer ses dents. C'est justement sourire en douceur, acquiescer par la tête, dire par ce qu'on appelle la séduction linguistique. Et je reviens toujours sur la question de l'intelligence émotionnelle. Un des éléments de l'intelligence émotionnelle, c'est d'investir dans les émotions. Et en investissant dans les émotions, vous allez essayer de parler avec un vocal qui est très sobre, très moyen. Ne montez pas le son. Ayez une voix qui séduit, une voix qui charme. N'ayez aucune crainte de charmer les autres. Charmez-les, séduisez-les. C'est un exercice de séduction. Moi, je suis homme de théâtre. Je sais que l'acteur, quand il monte sur scène, il nous séduit. Et qu'est-ce que l'entretien d'embauche, sinon autre qu'un exercice de séduction, une mise en scène, une pièce de théâtre? Alors, je lui dirai, après avoir souri avec un Mona Lisa Smile, qui veut dire « Je suis là, je vous écoute, je m'attends à cette question ». Oui, certainement, comme toute personne, j'ai mes défauts. Mais moi, je préfère parler de pistes d'amélioration. Je suis timide, mais j'ai pu, grâce à l'intégration dans la vie associative, développer ma compétence dans le domaine. Ça veut dire que je suis conscient de ma timidité et je travaille là-dessus. Là, vous avez remarqué que c'est l'intelligence de la réponse, c'est dire à quel point j'ai des pistes d'amélioration. Et ces pistes d'amélioration, je suis conscient que je suis en train de développer des compétences face à ces crises, ces alertes, comme la timidité. Donc, je dirais, oui, certainement j'ai mes défauts, ou comme tout humain, j'ai mes défauts, mais moi, je préfère parler de pistes d'amélioration. Dans les pistes d'amélioration, parmi ces pistes, je suis timide, mais je suis en train de travailler là-dessus. J'intègre des associations, des clubs, pour essayer de communiquer, d'écouter les gens et de proposer des avis, d'échanger avec eux. Tu peux dire également, je suis légèrement têtu, mais c'est pour défendre mes idées. Et je travaille toujours par concertation avec les autres. Ça veut dire que tu as marqué ce défaut
par le fait que tu es perfectionniste, mais que tu concertes avec les autres et tu vas essayer de chercher auprès d'eux la réponse qui puisse développer cette idée, appuyer, renforcer cette idée. Donc, l'intelligence en communication, les émotions, la surprise, le dégoût, la joie, la tristesse, que nous percevons toujours comme des signes d'alerte, comme des indicateurs d'alerte, ne le sont pas vraiment. Parce que si vous êtes émotionnellement présent, votre décision sera beaucoup plus forte. Et si vous êtes maintenant en train de vivre en France, au Canada, au Mauritanie, au Maroc, en Tunisie, c'est que vous avez certainement choisi votre piste, votre voie, et vous êtes en train de vivre pleinement ce que vous êtes en train de rêver. Vous avez filtré votre rêve, vous avez fait de sorte que ce métier que vous êtes en train de choisir devienne une passion. Et si vous partagez votre passion avec passion, cette passion va vous dominer. Moi, j'adore le métier de l'enseignement. Quand je me dresse devant mes élèves, je leur pose toujours la question s'ils vont bien, s'ils ont bien mangé. Je perds 5 minutes, mais perdre pour gagner une confiance de 45 minutes. J'aurais pu commencer directement le cours, le participe passé, le discours direct et indirect, la communication, la rédaction des CV. Mais non, moi, je préfère toujours poser le problème. Et poser le problème relève d'une intelligence de communication. Donc, si vous voulez augmenter votre charisme, votre confiance en soi, votre volet séductif, il faut essayer de développer cette communication. Et la communication, elle a plusieurs variantes. Un, c'est la parole. C'est comment choisir les mots. Exemple, l'art du questionnement. La questionologie, on appelle ça. Il y a aussi l'art de la réponse. Je dirais par exemple que si quelqu'un me dit que mon cours ne lui plaît pas, ou que ma façon de réagir en groupe ne lui plaît pas, je peux, à la rigueur, lui dire c'est ma façon de vivre, je suis comme ça, de toute façon, t'as pas à être avec moi, t'es pas mon ami, et puis après je le bloque sur Facebook, et puis voilà, c'est la boule de neige. Non, je préfère sourire, et je lui dis, je reconnais que j'ai certains torts, et je serais content que tu en dises davantage, parce que tu travailles comme un reflet, comme un effet miroir. Parce que moi, je ne peux pas me juger, j'ai besoin des autres pour me juger. Et quand tu dis ça, tu lui donnes de la valeur. Il se sent un peu plus confiant. Il va dire que oui, en fait, tu as beaucoup de choses de beau dans ce que tu dis, mais certaines façons de répondre ou ta façon de poser ton avis est un peu violente. Là, tu vas voir, il va essayer d'amortir la tension parce que tu lui as donné la chance de parler sans pression. Donc, la communication de cette mise en commun nous permet à nous, dans le réseau intime que nous avons, dans le réseau amical, dans le réseau professionnel ou dans n'importe quel autre réseau, de développer une intelligence de réseautage. Et à part la parole, le vocalise, la respiration, le regard, le tact, la communication non verbale, ne pas utiliser des gestes qui sont un peu violents, comme exemple la main karaté. Quand tu parles comme ça, c'est la main karaté. Et cette main, elle bloque la communication parce que tu es en train, on appelle aussi main tranchoir, en train de trancher. Par contre, les personnes qui parlent à la paume ouverte, c'est une ouverture vers l'autre, il y a les doigts qui sont entrelacés, ou qui est en train de poser une certaine certitude, une assertivité face à la discussion. Donc, en entretien d'embauche, un candidat viendra, il sera comme ça, il va sourire, il va remercier la personne pour l'opportunité qui s'est offerte pour lui. Certains élèves me disent, monsieur, mais c'est du baratinage, on va dire merci, merci. Non. Si vous avez écrit un bon CV, que vous êtes appelé à faire un entretien, il faut remercier la personne pour l'entretien. Donc, je le laisse parler, va dire bonjour, votre CV il a été sélectionné, nous sommes en train d'entretenir avec vous durant une quinzaine de minutes, durant lesquelles on va blablabla. Je souris, il n'y a pas de mal à sourire. Je dis merci beaucoup pour l'opportunité, c'est un honneur que d'intégrer notre société, ne serait-ce qu'en candidat. Et là, après, tu vas répondre à la question. Et dans les questions, peut-être, comme je l'ai dit, aujourd'hui, je vais en parler un peu grosso modo, généralement.
Mais prochainement, si vous voulez vraiment que j'anime une rencontre sur les entretiens d'embauche réussis, là, vraiment, on parlera de la séduction. Et vous allez savoir que l'art de poser la réponse, l'art de parler, l'art de répondre, l'art d'échanger. Et je dis bien art. De ma position d'artiste, je parle d'art. Et je n'arrête pas de parler de l'art. Et regardez cette phrase que vous pouvez manipuler à votre guise. L'enseignement est un art, mais les artistes sont rares. Si un commerçant a envie d'utiliser cette phrase, il va dire le commerce est un art, mais les artistes sont rares. Si un artiste fera ça, il va dire l'art est un art, mais les artistes sont rares. La communication est un art, mais les artistes sont rares. Le management est un art, mais les artistes sont rares. Vous savez qu'à chaque instant, vous pouvez manipuler cette phrase. Quand je parle de manipulation, ce n'est pas de la manipulation négative. Ce n'est pas de la manipulation marionnette. C'est plutôt comment je peux asseoir la phrase à ma position personnelle. Donc, je suis en train d'exploiter le monde pour qu'il puisse vibrer dans mon monde à moi, dans ma synergie. D'accord? Donc, les émotions sont tellement fortes qu'ils nous mènent vers une décision. Donc, les émotions sont décisives, mais une émotion, attention à cette phrase, une émotion que tu maîtrises te rend sujet. Une émotion qui t'échappe te rend objet. Je répète, une émotion que tu maîtrises te rend sujet. Une émotion qui t'échappe te rend objet. En d'autres termes, si l'émotion qui ressort de nos ressentis sera contrôlée, bien gérée, exemple, la colère. Si une personne est en train de me provoquer, si le monsieur qui est devant moi, le recruteur, est en train de me poser la question suivante. Vous venez d'une université privée, j'ai une résistance face au privé, sérieusement, je pense que le privé est un commerce de diplôme. La provocation, elle est là. Alors, soit je vais céder à la colère, dire non, je sais ce que j'ai fait, c'est pas vrai, c'est votre position personnelle, et blablabla. Là, ça y est, vous êtes tombé dans le piège. Soit je souris, comme je l'ai dit, le sourire d'amortissement, le Mona Lisa smile. Et j'accorde de la réponse à ce monsieur. Je lui dis, vous avez parfaitement raison. Je nie pas que certaines universités privées ont lésé l'image du diplôme. Mais si j'ai investi dans cette formation, que je paye à telle somme, je pense que je suis assez conscient pour investir une telle somme pour un projet qui va avorter. Si on peut faire la métaphore de ce qu'on appelle l'accouchement. Je ne pense pas qu'une femme puisse porter son bébé 9 mois sans l'aimer, sans l'alimenter, sans lui donner son souffle, sa respiration, les bonnes choses, le calme, et tout ça. Donc, moi, exemple, si j'étais candidat, je lui dirais, je comprends parfaitement cette résistance. J'avoue que certaines écoles, malheureusement, ont lésé cette image. Mais si j'ai investi dans cette formation, c'est parce que je l'ai choisi. Et je pense que je suis doté d'une conscience, d'une responsabilité qui me permet de décider et d'être averti face à la situation. Je dirais par exemple que le prix que j'ai investi dans cette formation est un prix assez conséquent, exemple je dirais 30 000 dinars, qui est le prix d'un projet. Donc, je n'ai pas choisi la formation privée comme dernier secours, comme l'école de la dernière chance, mais plutôt comme l'école de la seconde chance. C'est une seconde chance que je me suis offerte pour essayer d'intégrer une école privée où l'enseignement est plus flexible, la réforme est plus souple, les besoins sont beaucoup plus atteints, les objectifs également. On travaille sur l'APP, l'approche par projet, ou l'APC, l'approche par challenge. Et voilà. Quand tu es averti, quand tu as une connaissance, une culture, tu es toujours sécurisé. Mais quand tu n'as pas de culture, ce qui se passe, c'est que tu deviens comme une proie facile. Et les recruteurs aiment ça, parce qu'ils sont en position de force. Donc,
L'intelligence émotionnelle, c'est de contrôler ces émotions-là en situation d'entretien, ou même dans les exposés que vous faites. Si vous êtes étudiant, par exemple, ou si vous êtes des commerçants, moi, je travaille sur des techniques de négociation. J'apprends à mes élèves la méthode de 20-80. Vous parlez peu, que vous écoutez plus ou moins. Et écouter est un art. Et l'écoute est un art, mais les artistes sont rares. Je reviens toujours à ma phrase phare. Donc, ce que je fais, quand je présente un projet, j'invite toujours mon public à regarder une image pour réfléchir ensemble. Pourquoi je dis ensemble? Parce que quand je bâtis une réflexion ensemble, j'implique le lecteur, le public, l'auditoire, pour qu'il puisse réagir avec moi. Je ne suis plus le seul détenteur de l'information. C'est exactement le cas des entretiens ou des CV qui sont accrochants. Moi, je travaille sur les CV accrochants, je vois des personnes qui mettent des CV sans tête. Un texte de ce qu'on appelle l'entête ou le texte dynamique. Exemple, enseignant de français orienté vers les approches artistiques. Ingénieur mécanique orienté méthode. Expert dans le lean management. Donc, il faut essayer de poser votre CV comme une marque, un brand. Les Anglais parlent de personal branding, le branding de soi. D'autres personnes, l'auto-vente, la vente de soi. Comment se vendre? J'aime pas le verbe se vendre parce que nous ne sommes pas vénales. Nous sommes un produit rare, précieux. On ne peut pas le vendre. Alors, je reviens sur la façon avec laquelle nous réagissons grâce à l'intelligence émotionnelle, si nous sommes objets ou sujets. Et tout ça relève de ce que vous avez mis dans votre plan d'action de formation, que je travaille sur la communication intelligente, sur l'adaptabilité et la flexibilité. Alors, en physique, le corps solide, c'est le corps le plus fragile. Vous le savez très bien. Si vous êtes des mécaniciens ou des physiciens, un corps solide, quand frappe, risque de se casser. Alors qu'un col pliable, maniable, ductile, plastique, flexible, c'est un corps qui se plie face à la force de l'action et qui résiste. Et quand il résiste, il devient beaucoup plus souple. Ça veut dire, ce qui fait que nous avons des problèmes de communication avec les autres, c'est parce que nous sommes très résistants face à leurs avis. On n'est pas réceptif. On est dans une confrontation directe. On a peur de marquer un manque d'intelligence face à leur position, ou un déni, ou un manque de culture, qu'on soit inculte du tout. Donc, si quelqu'un me dit, vous savez très bien que telle ou telle chose, si tu ne sais pas, tu dis, je ne sais pas. Je ne sais pas, dis-moi davantage, dis-moi plus. Vous allez voir que la personne respecte les gens qui demandent de l'information. Nous, on a des problèmes de communication. En Tunisie, par exemple, on a chaque heure 4 cas de divorce. Plus de 45 000 divorces par an. Nous sommes classés premier dans le monde arabe, 4e dans le monde. Je ne suis pas en train de faire de la pub. Je me pose la question, parce que je connais dans ma vie, je fais de l'accompagnement parfois pour des gens mariés. Je pose la question, qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de cas de divorce? Croyez-moi, mes amis, c'est un problème de communication. C'est rarement un problème de trahison, même le problème de trahison est un problème qui relève de ce qu'on appelle, de ce que Freud appelle l'autoscénario. La personne parle à elle-même, il ne partage pas son souci avec son conjoint, il pose des questions auxquelles il trouve des réponses, et qu'est-ce qui se passe? Il se condamne, il se juge, il se critique, ou il critique l'autre, et là il trouve des réponses toutes faites. Donc, il va chercher quelqu'un d'autre pour assouvir ses besoins. Voilà ce qui se passe. Donc, comment je deviens sujet de mon action et non objet? Comment je contrôle? Je dois d'abord définir le sentiment. L'émotion plutôt, parce que le sentiment, c'est autre chose, il est plus durable. Alors que l'émotion, elle est moins durable et elle est transformable, elle est ponctuelle. Alors, exemple, la peur. J'ai une peur. On va parler de quelque chose de plus simple. Vous allez me faire signe maintenant, par n'importe quel signe, un smile, quelque chose comme ça. Si vous avez toujours le sentiment de trac devant un public, le trac, ou la peur de parler devant un public. J'attends s'il y a un petit commentaire. Le trac, ça va être le cœur qui bat, les palpitations, le rythme cardiaque, la main sèche ou la main moite, les lèvres sèches, l'envie d'aller faire pipi, tout ça, le trac. Alors,
Le trac, c'est une émotion ponctuelle, transformable. Le trac n'intervient que lorsque nous avons un souci de parler en public. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le mécanisme de notre corps change. Et ce qui fait que nous avons un très beau projet que nous avons préparé. Malheureusement, ce beau projet il est très mal exposé, mal présenté. Pourquoi? Facilement. Parce que nous avons un manque de contrôle de ce qui se passe à l'intérieur. Je vous donne un exemple. Le trac, c'est une émotion régie par une hormone que vous connaissez tous, ce qu'on appelle l'adrénaline. Vous avez une situation d'alerte. Les médulo-sérénales, les glandes des reins, on les appelle les glandes médulo-sérénales, réagissent. Elles produisent de l'adrénaline, qu'on appelle l'hormone du chien, parce que le chien, il a flair à 100 mètres. On a peur, le rythme cardiaque s'accélère, on ne sait plus ce qui se passe, on tremble, on ne peut plus se maintenir debout, on a peur, on clignote, on cherche un peu ici et là, on manque de respiration, on manque d'oxygène. Et qu'est-ce qui se passe? Cette adrénaline, on l'appelle l'hormone guerrière. C'est une hormone qui fonctionne pour nous et pas contre nous. Elle est là pour déclencher, pour booster l'énergie, pour booster le son, pour booster l'oxygène, pour qu'il arrive à notre cerveau, pour que nous puissions plus être en situation de dynamisme. Sauf que nous avons peur, nous contrôlons mal cette adrénaline, on lui donne la chance de grandir, de devenir ce qu'on appelle une autre hormone, on appelle ça l'hormone espionne. C'est, si quelqu'un le connaît, je vais attendre. Il faut que ça soit interactif. Je vais voir si... Allez, là. Après l'adrénaline, quelle est l'hormone qui est plus forte? J'explique. L'adrénaline, c'est la première hormone, c'est l'hormone guerrière. Cette adrénaline, une fois elle est mal contrôlée, elle donne la chance d'être développée en une autre hormone. Et puis une troisième. Je nomme la première testostérone. Non, c'est pas la testostérone. Testostérone, c'est l'hormone du pouvoir. Bienvenue, Vara. C'est l'hormone du pouvoir. L'hormone du pouvoir, c'est autre chose. Je peux vous expliquer comment ça fonctionne, l'hormone du pouvoir. Alors, je reprends. L'adrénaline, c'est important de comprendre ça. C'est très, très, très important. Si vous comprenez ça, si vous avez le contrôle de vos émotions, vous aurez le contrôle de votre pensée. Et si vous contrôlez votre pensée, vous contrôlerez votre décision. Vous allez décider à la place du public. Vous allez en quelques secondes opérer la méthode 7-30. N'oubliez pas, la méthode 7-30. J'explique. Je reviens toujours après sur l'adrénaline. Hein. D'accord? N'oubliez pas. J'oublie pas, je suis dans la fluidité de mon texte. Alors, je disais que ce qui se passe maintenant, c'est que le contrôle des émotions nous permet de développer une intelligence, une sûreté, une assertivité, une confiance par rapport à l'objet. Donc, quand j'ai peur, la méthode de la neuroscience, la méthode 7-30. Bravo, Metsalek. Oui, c'est 7-30. Les neuroscientifiques disent que 7 secondes suffisent pour qu'une personne puisse vous aimer. Et 30 secondes suffisent. Il a dit, il l'a trouvé, oui, le cortisol. Bravo. Je reviens sur le cortisol. Alors, 7 secondes suffisent pour qu'on vous aime, 30 secondes suffisent pour qu'on vous écoute. Je vous donne un exemple. Vous ne me connaissez pas, je cache. La dopamine, c'est autre chose, Bamba. C'est autre chose, la dopamine. C'est complètement. Les ocytocines, les hormones qui sont sécrétées par l'amour. Dopamine, c'est le dopage, tout ce qui est. C'est comme l'endorphine, c'est les hormones de concentration, de bien-être et de ça. C'est le cortisol, votre camarade, il l'a déjà dit. D'accord? Je reprends. 7 secondes suffisent pour qu'on vous aime, 30 secondes suffisent pour qu'on vous écoute. Je donne un exemple. Vous ne me connaissez pas, je cache la vue et j'ai dit ça. Bonjour tout le monde, je suis très ravi d'être aujourd'hui parmi vous à partager mon expérience et mon retour sur la technique de communication et mon expertise dans le domaine.
Ça fait 7 secondes. Vous décidez, vous dites, tiens, j'aime bien, je continue. L'écoutez, après 30 secondes, vous décidez de continuer. Par contre, il y a certains profs qui nous enseignent, allez, secours, vous l'avez compris, oui ou non? On ne va pas chicaner là-dessus toute une année. 7 secondes suffisent pour que vous vous heurtez à ce blocage et vous vous dites, oh là là, ça va trop mal. Donc, les 7 premières secondes décident des 30 autres secondes. D'accord? Donc, l'adrénaline développée devient du cortisol, on appelle ça l'hormone espionne. Que fait l'hormone espionne? Il va sucer le sucre, le glucose et l'eau. Donc là, tu sens que tu es complètement à sec d'eau, déshydraté, et que tu es un peu étourdi. Tu as le vertige, tu as envie de quelque chose de sucré, surtout les filles. Elles aiment quelque chose de sucré, c'est pour ça qu'elles ont toujours des tablettes de chocolat. Alors, ce qui se passe, c'est que le cortisol, il va essayer de tout prendre. Les réserves en glucose, les réserves en eau. Là, tu vas avoir le vertige, tu vas te sentir mal à l'aise et tout ça. Après, c'est les catécholamines qui prennent le reste. Donc, si je laisse mon adrénaline développer en cortisol, développer en catécholamine, je risque d'avoir le contrôle à 0. Donc, je reprends. Le trac n'est rien. C'est nous qui le sécrétons et c'est nous qui le chasserons. Comment vous faites? Vous dites, monsieur Walid, allez, on fait comment? C'est facile, moi je suis un homme de théâtre, on joue devant 200 personnes, 400 personnes, parfois 1000 personnes. Croyez-moi, c'est la respiration. Qu'est-ce qu'on dit à une femme avant d'accoucher? Respirer, rien d'autre. Mais la respiration, il y a l'efficace, la tonique, il y a ceux qui respirent mal. Si je vous dis respirer, vous allez faire ça. J'ai jamais vu de l'air qui monte. Il faut que l'air descende du nez vers le larynx, vers les poumons. Donc c'est une descente et pas une montée. Donc il faut que le ventre se remplisse d'oxygène. Je bloque durant 5 secondes et après je souffle comme je souffle dans une bougie. Je gonfle et je dégonfle. Je fais ça 3-4 fois avant d'entrer en classe. Pendant que le prof propose la problématique ou parle de ce que je vais faire, je profite, je tourne le dos légèrement, je tourne un côté en oblique, je bloque la respiration. Vous allez voir, toutes les cordes vocales vont être relâchées. Donc, la communication, c'est du charisme du corps. C'est le charisme des gestes, c'est le charisme du regard, le charisme du sourire, le charisme de la question. Qu'est-ce que je dirais à mes camarades pour qu'ils puissent fermer leur téléphone? Exemple, quand je fais un exposé. Alors, je dirais, je vous prie de bien vouloir éteindre vos téléphones. Ils vont sentir que oui, c'est logique de demander ça, mais c'est peut-être un peu supérieur. Toi qui es collègue, ami, camarade de classe. Moi, je dis autre chose. Je vous prie de bien vouloir allumer vos portables en sortant. Et j'inverse les choses. C'est une façon de dire qu'ils vont sourire. Et quand ils vont sourire, c'est très intelligent que le public sourit. Tu impliques le public dans ta stratégie. C'est de la séduction, ce n'est pas de la manipulation. Certains dans la PNL, la programmation neurolinguistique, parlent de manipulation. Moi, je parle d'implication. Moi, je parle de contagion. Donc, mesdames et messieurs, merci pour l'honneur que vous nous faites à assister à ma soutenance ou mon exposé. Et j'espère que le temps que vous allez partager avec moi vous sera fructueux. Je vous prie de bien vouloir allumer vos portables après la fin de l'exposé. Indirectement, je vous prie de bien vouloir fermer. Oui, Mohamed Mahfoud, c'est exactement ça. C'est le sourire que tu es en train de me proposer. Alors, la communication, c'est du charisme, c'est de la confiance, c'est de la psychologie, c'est de la rhétorique, l'art de parler. C'est également l'art de la sociologie, l'art de converser avec les gens, l'art d'écouter, l'art d'interrompre les gens. L'art d'interrompre les gens est un problème majeur. Dans le monde arabe, nous sommes une société qui est un peu autocrate, qui n'est pas démocrate. Je pense que vous confirmez qu'on n'est pas dans l'écoute, dans le partage, dans l'échange. On est plus dans la verticalité, on est plus dans l'unidirectionnel. Et la communication, ce qui fait que moi je réussis, alhamdoulilah, je suis fier de ce que je fais avec les enfants. Je suis conseiller pédagogique dans une école privée, je suis chef de département des langues dans une université privée, je suis enseignant-chercheur, je suis speaker, je suis acteur, art thérapeute,
je travaille sur la criminologie, je travaille avec des psychologues, des psychiatres. J'ai fait tout ça et j'ai 41 ans et je continue à le faire. Et j'ai un handicap. J'ai une hanche gauche malade. Je me suis mis une prothèse. Ça veut dire que je marche avec une béquille, mais cela ne m'empêche pas. Parce que le vrai handicap, il est dans les émotions. Si mes émotions seront bloquées, je n'aurai jamais, jamais, jamais la possibilité de dire ce que je pense. Alors, c'est la béquille, c'est la fameuse béquille. Ça fait 5 ans qu'elle est avec moi, c'est une histoire d'amour avec la béquille. Donc, pour communiquer, il faut avoir le charisme, le vocal qui est très doux, pas très bas, pas très haut, l'écoute, le sourire, le contact visuel. Il y a une belle phrase de Virginia Satir, une experte, qui dit, et c'est une phrase, je vais vous l'écrire après, je ne suis pas parfait, tu n'es pas parfait, et c'est parfait. Qu'est-ce qu'on dit? Je ne suis pas parfait, tu n'es pas parfait, et c'est parfait. Ça veut dire que nous vivons dans l'imperfection, mais c'est cette imperfection qui crée la perfection. Et c'est simple. Quand j'ai parlé à Mohamed Salem, je lui ai dit sur quel thème il travaille. L'art de la communication est le problème majeur. Oui, oui Bamba, oui. Tu as parlé de l'art. Tu n'as pas parlé de la communication, tu vois? Parce que la communication, tout le monde en parle. Mais l'art, si tu parles de l'art de la persuasion, tu dois parler de 3 éléments. Je vais les écrire, après je vais essayer de faire un débrief avec Mohamed Salem des mots-clés que nous avons utilisés. Si tu veux être dans l'art de la persuasion, tu dois utiliser 3 mots. Ethos, logos, pathos. Ethos, logos, pathos. Ethos, c'est la crédibilité. Imaginez que je suis en train de mener une conversation en français et que chaque instant, je fais des erreurs. Et je me propose comme enseignant de français. Ma crédibilité en tant qu'enseignant de français chute. Donc, il faut que tu maîtrises le sujet. C'est ta crédibilité par rapport au sujet. Le pathos, c'est ton investissement émotionnel. À quel point tu aimes ce que tu fais. Nous, au théâtre, on dit que certaines personnes qui parlent un peu nasal, qui parlent du nez, parce qu'ils sont avares, ils sont économes dans leur investissement. C'est les professeurs universitaires, quelques-uns, bien sûr pas tous, qui parlent doucement et qui sont en train de nasaliser le texte. Moi, je parle toujours la main comme ça ouverte et c'est proportionnel par rapport à mon cœur. Ça veut dire que c'est le cœur qui s'investit. Au théâtre, on parle des tripes, c'est le ventre, en bas du nombril. Et on monte la voix parce que je suis un homme de théâtre. Mais en classe, j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin d'investir dans le pathos, les émotions. Je vais vous donner un exemple. Et puis vient après le logos, la science, la logique, le pourquoi. Taïn dit, mais la communication en elle-même, c'est un art. Oui, mais c'est une science également. Si je marie le côté scientifique au côté artistique, tu vas voir, ça va être magnifique. Tu vas voir après que tout le monde, toutes les personnes qui parlent scientifiquement ne sont pas si convaincantes. Qu'à partir du moment où ils investissent dans la valeur émotionnelle, artistique, ça devient autre chose. Alors, je te donne un exemple. Un garçon dira à une fille, je t'aime. Elle va lui dire, non, c'est ethos, logos, pathos. Je vais écrire après. E-T-H-O-S, P-A-T-H-O-S aussi. Ethos, c'est l'art de la persuasion. Alors, un garçon dira à une fille, je t'aime. Elle va lui dire, prouve-le. Écris-moi quelque chose. Le garçon va lui dire, regardez l'art de la communication. Il va lui dire, je t'aime comme une cigarette, mais la cigarette, c'est pour un jour, et toi pour toujours. Au niveau de la poésie, c'est beau. Ça rime. Mais au niveau de la conviction, de la logique, ça rime pas. Parce que tu ne peux pas comparer la femme à une cigarette. Alors, elle lui dira, c'est beau, mais je ne suis pas une cigarette. Monsieur, il a compris que la communication, elle est là, mais le choix des termes, c'est aussi important. Alors, il vient demain avec cette phrase, je t'aime comme maman, mais maman pour papa et toi pour moi. Et vous avez remarqué qu'il cherche dans la poéticité quelque chose qui pourrait toucher. Elle sourit, elle lui dit, c'est une belle métaphore,
mais je ne suis pas ta maman. Le monsieur, il a compris que s'il marie la crédibilité, ça veut dire la valeur sûre de ce qu'il dit, avec l'investissement émotionnel, avec une logique qui fait que cette femme n'est pas la maman ni la cigarette, il pourra arracher son cœur. Et là, il viendra et lui dit, j'ai trouvé, tu n'es pas une cigarette, tu n'es pas maman. Et il lui dit cette belle phrase, je t'aime comme un astre, dans mon cœur, tu as fait un désastre. Elle sourit, signe qu'elle a compris, qu'il a compris que ça peut marcher. Je t'aime comme un astre, dans mon cœur, tu as fait un désastre. Si nous arrivons à choisir nos mots dans la communication avec les personnes qu'on aime, avec les enseignants, dans la prise de parole, quand on gère un projet, quand on met une idée en avant, si on arrive à travailler sur le pourquoi j'ai choisi ça, parce que conscient de l'état de telle ou telle chose, j'ai voulu aujourd'hui vous parler de quelque chose. Selon votre grande expérience dans le domaine de la communication, quel est l'élément majeur, entre autres, s'impliquant et séduisant directement un public ou un speaker? Oui, merci beaucoup pour la question, Elie. C'est très simple. Vous connaissez le public speaking? Le public speaking. Ah ben, oubliez le speaking et concentrez-vous sur le public. L'art de la parole commence par le public. C'est pour cela qu'on a quelque chose qu'on appelle le storytelling. Comment raconter une histoire? Comment raconter une histoire? Comment s'impliquer? Comment dire par exemple que il y a 2 ans, j'ai croisé quelqu'un. Tout le monde là s'attentionne à toi. Élie, tu as bien dit. L'art d'investir dans le public est le commencement d'un speech réussi. Ne jamais parler comme si vous êtes le seul détenteur de l'information. Vous n'êtes pas le seul détenteur de l'information. Vous êtes un des éléments qui font que l'information existe, entre autres le public. Donc, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que des gens magnifiques comme vous m'ont fait confiance. J'investis dans le public. Je crée de la valeur. Je génère la valeur chez le public. Et tout le monde va m'écouter. La méthode 730 fonctionnera à merveille. La méthode ethos, logos, pathos fonctionnera à merveille. Du moment que moi, je ne suis pas là pour parler de moi, mais pour partager avec un public extraordinaire ce que moi j'ai vécu pour qu'il puisse vibrer dans mon cosmos à moi, dans l'art de la vibration. La communication descendante en entreprise, comment faire pour faire respecter par une audience, collaborateur et responsable. Ça, c'est pas facile parce que c'est la communication interpersonnelle. Ça, je pense que c'est une relation qui se travaille en amont et en aval. Ça veut dire qu'il faut préparer tout le terrain. On ne peut pas venir du jour au lendemain demander à des gens de nous écouter. Les gens vous écoutent quand vous êtes compétent. Les gens vous écoutent quand vous êtes crédible. Les gens vous écoutent quand vous êtes honnête, transparent, quand vous dites que vous vous intéressez à eux et que le succès de l'équipe commence par eux. Je vous donne un exemple. CDB, voilà. Regarde CDB, par exemple. Quand je fais une réunion, d'accord? Il y a ce qu'on appelle la réunion top. La réunion top. Temps, objectif, plan d'action. T égale à temps, O égale à objectif, P égale à plan d'action. Quand vous faites des réunions, vous vous posez quand vous êtes assistant et pas animateur de réunion, vous vous dites de quoi parle la réunion, ça finit quand, qu'est-ce qu'on va aborder comme ordre du jour et tout ça. Moi, animateur et responsable de la réunion, bonjour tout le monde, merci pour le temps que vous avez consacré à cette réunion-là. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez que la réunion sera pour 1 heure, c'est le T. Notre objectif, on va dire l'ordre du jour relatif à la dernière recette que nous avons fait ou au dernier conflit qui a eu lieu ou à telle chose, c'est l'objectif. Et P, c'est le plan d'action. Et par cette réunion, nous allons essayer de trouver une solution. Tout le monde est satisfait, tout le monde est calme, tout le monde est serein, tout le monde est cool. Pourquoi? Parce qu'il sait, ça dure combien? Peut-être qu'il a des rendez-vous, un petit café à boire avec sa bien-aimée, il a un enfant à ramener de la garderie scolaire et tout ça. Et donc, essayez
de maintenir une relation de confiance avec le public, de ne pas, de sa position de force, forcer la relation. Je reprends. Ne pas, dans sa relation de force, forcer la relation. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit, parce que vous êtes supérieur, chef de projet, de traiter les autres comme s'ils sont inférieurs, subalternes. Non, non, non. Vous êtes dans une chaîne. Et en physique, on dit que la force d'une chaîne se mesure par son maillon le plus faible. Il se peut que le maillon le plus faible de l'entreprise soit le plus fort. Donc, dans une communication descendante ou ascendante, on peut dire non à notre patron, on peut dire, comme ce qu'on appelle le leadership collaboratif, viens, je t'aide. Ensemble, on va essayer de trouver une solution. Au lieu de dire, arrête, c'est la dernière fois que tu fasses une telle bêtise, c'est fini pour moi, je ne te fais plus confiance, tu seras blâmé, tout ça. Non, non, non. Allez, viens. Est-ce que tu peux rester 1 heure après le travail? On va essayer ensemble de trouver une solution. Voici, qu'est-ce que l'art de la communication? Ensemble, ça veut dire moi et toi, pas tout seul. Je m'implique avec toi, je vais essayer de t'aider. Donc, voici la communication, l'entretien d'embauche, la flexibilité, l'adaptabilité, la gestion de temps, tout ça. Ce n'est pas simple. C'est un monde, une terre très fertile, une terre qui vous permet de découvrir un monde de la psychologie, de la neurologie, de la neuroscience, de la sociologie, du théâtre, de la rhétorique, de la psycholinguistique. Tout ça entre dans le même jeu. Il faut investir en soi. Apprenez à investir. Moi, j'adore la cellule mauritanienne ici à Polytechnique. Je suis responsable de la cellule. J'adore Mohamed. Et j'adore les autres. J'adore Mukhtar, Aouya. Je les aime et je leur dis toujours, essayez de vous intégrer. Mais en vous intégrant, ne forcez pas l'intégration. Parce que vous êtes étranger, mais si vous voulez faire de votre un maillon fort, écoutez les gens. Intéressez-vous aux gens. Et je vous donne une autre de mes astuces. En communication, la personne la plus intéressante est celle qui s'intéresse à vous. Je reprends. La personne la plus intéressante est celle qui s'intéresse à vous. Ça veut dire, si vous cherchez à être intéressant, intéressez-vous aux autres. Posez des questions comme, ça va, tu vas bien? Ça a été le cours hier? Ça va? Tu as bien dormi? Il va se dire, pourquoi il pose la question? C'est juste un petit souci que je me fais pour toi. Demain, il te cherchera pour te dire, alors ça va, ça a été? Il va t'offrir un café. Si vous vous intéressez aux gens, vous devenez intéressant. Donc, je ne suis pas parfait, tu n'es pas parfait et c'est parfait. Cette imperfection crée la perfection. J'ai mes défauts, mais j'évolue. Je vous donne une question. Si j'étais recruteur et que vous êtes candidat devant moi, que vous avez quitté un poste pour un nouveau poste, je vous pose cette question. Pourquoi avez-vous quitté ce poste? Oui, j'ai des vidéos, de tout, je vous donnerai tout. Je vais essayer de faire un petit résumé après, à tête reposée. Vous voyez, j'ai une stylo, ni rien du tout. Je suis avec l'amour de ce que je fais, avec la passion que je porte en moi, essayer de partager avec vous. Et je vous remercie également pour la confiance, parce que les commentaires me font chaud, quoi. Et croyez-moi, vous n'allez pas me croire. J'ai fait plus que 2000 heures de formation, plus que 25 000 publics visés. J'ai rencontré des centaines d'étudiants par le monde. C'est mon premier webinaire. Tout le monde me dit, allez, pourquoi vous n'êtes pas un YouTuber? Vous faites des blogs, vous faites des webinaires. C'est mon premier webinaire, ma première formation en ligne, en direct. C'est ma première. Je fais ça tout le temps. Oui, je ne suis pas parfait, tu n'es pas parfait et c'est parfait. Oui, merci. C'est Virginia Satir qui a écrit ça. Virginia Satir. Donc, beaucoup de choses qu'on va essayer de voir. Alors, vous allez répondre à ma question. Monsieur, vous étiez dans une entreprise X. Aujourd'hui, vous postulez pour notre entreprise. Vous candidatez chez nous. J'aimerais bien savoir quelles sont les raisons qui vous ont poussé à quitter votre ancienne entreprise. Là, vous êtes en train de cogiter. Hein? Apprenez le verbe cogiter, il est pas mal. Vous allez réfléchir. Chacun il dira... Et il dit, moi aussi, il est. Merci, mon ami. Alors, attention, ne blâmez pas, ne faites pas de reproches pour votre ancien recruteur, ancien boss. Il est en train de vous provoquer pour dire s'il va attaquer l'entreprise avec laquelle il était branché, avec laquelle il était connecté, dans laquelle il travaillait, il va faire de même pour nous. Tu souris, mon Elisa Smile, comme tout le temps.
Tu lui dis, vous avez parfaitement raison. En fait, dans cette entreprise, j'ai appris beaucoup. Il faut reconnaître quand même l'état de reconnaissance. Deux choses que vous n'oubliez jamais dans la vie, la connexion et la reconnaissance. La connexion et la reconnaissance. Vous vous connectez à vous et aux autres, vous reconnaissez la valeur des autres. Apprenez à dire merci. Appelez votre maman, votre papa. Dites, allô, papa, merci. Parce qu'il a investi en vous, il paye pour vous. Oui, Bamba, il faut cogiter. Alors, vous lui dites en réponse à la question pourquoi vous avez quitté votre ancienne entreprise, vous dites dans l'entreprise dans laquelle j'étais, en fait, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris à travailler en équipe. Donc, vous pouvez lancer le mérite, d'accord, de hausser le mérite de cette entreprise, mais à ce mais-là, le recruteur, le nouveau, s'attend, hey, je reviens, s'attend à ce que tu vas dire, ouais, c'est la prétention salariale, le salaire, blablabla. Oui, le salaire, oui, mais c'est pas suffisant. Ne répondez jamais comme ça. Dites comme ça. Dites, j'ai beaucoup appris, j'ai travaillé avec une équipe qui est bien, qui est formidable. J'ai appris à communiquer, à développer mon esprit d'équipe, le coworking, le team building. Sauf que je ne sentais pas que dans le poste que j'occupais, il y avait une évolution. Et là, il va te poser la question, quel type d'évolution attendez-vous? Il y a deux évolutions qu'on attend. La première, c'est l'autosatisfaction. C'est que je suis en train de faire ce que j'aime vraiment. Je suis un développeur informatique, alors qu'on me demande de faire des affiches, des designs, tout ça. Je ne sentais pas qu'il y avait une grande évolution dans le poste que j'occupais. Je stagnais. Et j'étais insatisfait de ma position. Moi, je cherche une évolution. Et là, s'il te dit de quel type d'évolution, vous parlez de l'évolution d'abord au niveau de la satisfaction, de l'estime de soi. Faire ce qu'on aime pour essayer d'évoluer. Et puis par la suite, tu peux parler, il n'y avait pas de grande évolution, on stagnait dans le poste de développeur ou de commerçant, il n'y avait pas la possibilité d'être chef de projet, chef d'action, choses comme ça. Bien sûr, dans la question, quelles sont vos prétentions salariales, combien voulez-vous être payé, c'est une question piège, c'est une question parfois qui n'est pas une question piège, une question simple. Moi, je répondrais, je dirais, mes prétentions sont d'abord professionnelles. Je suis là à vouloir intégrer votre boîte parce que je connais la valeur ajoutée du travail avec vous, que j'aurai à apprendre beaucoup de stratégies, de formation, à développer mon profil, tout ça. Arrivant aux prétentions salariales, et là, tu proposes ta fourchette. Ça, c'est un autre sujet qu'on va discuter avec Mohamed Sel, mon ami, dans la prochaine réunion. Si vous acceptez, comment mener un entretien d'embauche réussi, comment séduire. Mais vraiment séduire, c'est le mot. Je suis un homme, je suis un artiste, j'aime parler, mais j'aime, dans ce que je dis comme parole, placer les mots. Je n'ai jamais menti à mes élèves en leur disant que c'est une année dure pour tout le monde. On a beaucoup de choses à faire ensemble, mais seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Haïm, comment dépasser le stress pour faire une bonne entrée lors d'une communication en public et réussir à maintenir l'attention du public? Je l'ai dit tout à l'heure. Il faut d'abord prendre une belle bouffée d'air. Respirer. Respirer, ce qu'on appelle la respiration abdominale. Remplir le ventre, bloquer, souffler dans une bougie 3, 4, 5 fois. Il faut que l'air entre. Après, tu bois. Tu bois. Il ne faut pas que tu te sèches. Après, tu maîtrises très bien ton sujet. Si quelqu'un entre pour ne pas partager, entre seulement pour parler pour soi, de soi, vers soi, c'est un perdant. Moi, j'aurais, par exemple, notre thème aujourd'hui, c'est la communication. Je n'ai pas de papier, c'est Mohamed Selim qui me donne un petit débrief des questions. Je remercie beaucoup. Alors, imaginez que je parle ainsi, merci, 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 ça fait plaisir de voir autant de personnes. Là, je trouve que la personne, elle se vante. Par contre, si j'utilise l'éthos, logos, pathos, je dis avec un petit sourire, je laisse le public applaudir. Je crée un moment de silence. C'est un silence qui parle. Et je remercie le public d'une façon très humble. Et moi, je fais toujours ça. Je dis que je remercie ceux qui ont fait possible ce projet, cette action, cet événement. Sans eux, ni vous, ni moi n'auraient été là.
Donc, mesdames et messieurs, applaudissons ceux qui ont fait possible cette rencontre. Et tout le monde applaudit ceux qui ont fait possible la rencontre, les organisateurs. Ce qui se passe, c'est que c'est une stratégie d'implication. Je suis en train d'impliquer le public dans une réflexion à deux pour faire plaisir à l'organisateur. Et après, mon premier discours avec la méthode 730 doit être un discours intelligent, très émotionnel. Je ne suis pas là aujourd'hui pour vous parler de moi. Je suis en train de vous dire que je suis passé par certaines choses qui ont fait que ma vie a changé. Et peut-être aujourd'hui, tout comme moi, certaines vies vont changer. Et là, tu es en train de dire indirectement que, attention, ce que je vais dire risque de changer plusieurs personnes. D'accord? Il me reste combien de temps? Excusez-moi si je pose des questions. Je vais vous raconter une belle histoire qui va vous dire à quel point c'est important de parler en public de façon intelligente. Il y a un garçon qui s'appelle Joe. Et là, je suis en train que... Je suis sûr que vous êtes en train de m'écouter. Joe, c'est moi qui vous applaudis. Joe est un garçon méchant. Il a 14 ans. Et c'est un déliteur. Il fait des petits braquages et tout ça. Et à chaque instant, il entre en prison. Il sort pour faire encore d'autres braquages. Tout le quartier se plaint de Joe. Qu'est-ce qui se passe? L'écoute active, oui. Qu'est-ce qui se passe pour Joe? Tout le quartier, tout le village se plaint de Joe. Alors, ils ont demandé à ce qu'il soit exilé. Pourquoi? Parce que personne n'a eu la peine de parler à Joe, de chercher dans son entourage, dans son environnement interne ou externe, les causes qui ont fait qu'il est devenu un criminel. Alors, on l'a expulsé, on l'a exclu dans un village où il a refait les mêmes gestes, mais il grandit. Quand il grandit, les actes de criminalité grandissent avec lui. Alors, avec le temps, Joe est devenu indexé, ça veut dire voilà le criminel, voilà le monsieur qui fait tout ça et tout ça et tout ça et tout ça. Mais personne n'a osé s'approcher de Joe. Un jour, pendant qu'il était au bar, en train de boire de l'alcool, la fille du grand marketeur, du grand homme d'affaires de la ville entre. Ah, lui, il est connu pour être une personne insolente, qui pèse pas ses mots, quoi. Alors, il l'a regardé, et nous sommes en Angleterre, il lui a parlé en anglais, il lui a dit une belle phrase simple. Nice dress, can I dance with you? Belle robe, puis-je danser avec toi? Bien sûr, quand Joe il a dit la phrase, il ne s'attendait pas à une réponse. Parce qu'il a dit une phrase comme une méchanceté, une façon de draguer la fille. Puis voilà, il a tourné le dos, il est entré, et là, la fille, elle lui dit « Yes, Joe ». Il se retourne, il lui dit « Sorry ». Pardon? Elle lui dit Yes, I dance with you tonight. Je vais danser avec toi ce soir. Si, if you are a gentleman, si tu es un homme gentil, un homme poli. Il n'a pas cru ses oreilles parce que c'est la première fois qu'une personne lui fait confiance. Joe est rentré chez lui, il a fait une petite douche, il a fait une pause, une méditation. Il a écrit un scénario pour lui. Il s'est dit, si quelqu'un s'intéresse à moi, c'est qu'au fond, je ne suis pas si méchant que cela. Et c'est peut-être la possibilité pour moi de dire que c'est peut-être qu'aujourd'hui, ma vie changera. Alors, il a changé ses vêtements, il a essayé de se faire beau, il a pris un café avec la fille, il lui a fait connaître son papa. Joe a changé, il est devenu marketeur, le représentant du produit de son papa, il a épousé la fille, et le lendemain, Joe a remis toutes les affaires qu'il avait volées. Il avait changé de comportement. Et quand il avait changé de comportement, ce qui s'est passé, c'est qu'il a compris qu'il pouvait changer de décision, de communication avec l'environnement ambiant. Et c'est ça ce qui s'est passé. C'est quand on fait confiance aux gens que les gens peuvent changer. Donc le public, il ne faut pas qu'il soit là en tant que récepteur. Il faut toujours, de temps à autre, poser une question et appeler le public à interagir. Exemple, tu invites quelqu'un ici. Quand tu as une histoire, un petit test psychotechnique ou autre, tu invites quelqu'un sur le podium. Et là, un Joe, bon modèle, c'est un bon modèle Joe. Il ne faut pas être comme l'avant Joe, l'après Joe. C'est meilleur comme ça. Donc, vous avez compris qu'il y a plein de choses qu'on veut faire. L'écoute active, CDB. Regarde, il y a 3 types. Il y a l'écoute passive, l'écoute active et l'écoute dynamique.
L'écoute passive, quand les gens vous parlent, vous regardez la montre, vous dites, ouais, vous tournez la tête ça et là, vous vous intéressez à autre chose que le message. L'écoute active, j'en parlerai, je parle de l'écoute dynamique. C'est la mauvaise écoute. L'adjectif, il est fort, mais c'est une écoute nulle. L'écoute dynamique, c'est quand la personne, dès qu'il dit quelque chose, tu renchéris, tu dis « Ouais, exactement, hein, c'est ce qui s'est passé à moi. Ouais, je te suis, ouais, c'est ça, tu as raison. » Tu interromps le texte, tu dynamises le message de ton émetteur de telle façon qu'il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus d'interaction. L'écoute active, la bonne c'est idyllique, c'est celle qui est introduite par les reformulations. C'est celle qui cherche des clarifications. Exemple, je te dis, je suis fatigué. Cette question, elle est floue parce que tu es fatigué de la vie, physiquement, du mariage, des enfants. Il se peut que tu réfléchis beaucoup. Je ne pourrai savoir la cause que lorsque je pose la bonne question. Donc, tu es fatigué, j'arrive pas à comprendre. Tu es fatigué, qu'est-ce qui te rend fatigué? Là, tu dis par exemple, j'ai un mémoire à finir. Ah, tu as compris. Il est dans cette zone. Donc, c'est l'écoute active, c'est biblique. Pour l'améliorer, il faut poser des questions. Mais pas trop de questions. Exemple, ah, j'en peux plus. Tu sais pas si c'est le volet sentimental, si c'est le volet académique, ou si c'est le volet professionnel, ou si c'est ton budget, ou la gestion du budget qui marche plus. Donc, tu écoutes la personne, tu essaies de poser. Tu veux dire que, exemple, si tu dis, je vais rentrer au bled. Ça y est, t'arrêtes ton projet, c'est fini, ça y est, tu renonces. Mais non, maman me manque. Ah, d'accord. Tu vois, l'écoute active se fait à la base de la reformulation. Point à la ligne. Tu reformules quand tu as un flou dans le message qui est avec toi. Mohamed, et comment peut-on diriger l'esprit de tout le public en parlant? Attention, diriger l'esprit du public, c'est de la manipulation. Voilà, je te donne un exemple de manipulation. Pendant que le public est complètement concentré sur moi, je pose cette question. Et vous allez être complètement désorienté. Écoutez-moi bien. Je pose la question au public, vous me suivez? Ils vont dire oui. Vous êtes sûr, vous me suivez? Je vous fatigue un peu, je sais. Hein? Ils vont sourire. Ils disent non. Ils disent non. Si je vous fatigue, je vais essayer de traduire, il n'y a pas de souci. Je vous comprends. Ils disent non, je suis avec vous. Si vous êtes avec moi, vous allez répondre à ma question. Ils disent oui. Regardez la question. 7 et 6 font 11 ou font 11? 7 et 6 font 11 ou font 11? Ils vont tous dire, mais non, 7 et 6 font 11. Ils ne savent pas que 7 et 6 font 13. Ils se sont concentrés sur le contenant en oubliant le contenu. 7 et 6 égale à 13. Et ça, c'est diriger le public vers toi. Et ça, c'est pas bien. Il faut que le public ait une logique dans ce que tu dis. Si vous êtes concentré avec moi maintenant, c'est Mohamed Sen qui est en train de récolter les questions et concentré avec moi, c'est parce qu'il y a un fil dans l'histoire. Voilà, moi aussi je souris quand je lui raconte l'histoire. 7 et 6 font toujours 13, ils ne feront jamais 11. Mais ils sont en train de faire de la liaison sous prétexte qu'ils parlent bien français. On ne dit pas font 11, font 11, c'est plus correct, sachant que 7 et 6 font 13. Donc, on ne dirige pas le public, on implique le public dans la stratégie de communication. On pose des questions, on raconte des histoires, n'oublie pas moi. On pose des questions, on raconte des histoires et on donne au public la possibilité de répondre. Et on le fait interagir quand il lève la main. D'accord? Et de temps en temps, quand tu as une donnée qui est très technique, exemple, quand je parle des 3 cœurs, vous dites, mais si vous parlez de quoi là, monsieur? Quels 3 cœurs? On n'a qu'un seul cœur? Mais non, on a 3 cœurs. On a le cœur émotionnel, le cœur cardiaque et le cœur de l'estomac. Et 200 millions de neurones. C'est pas facile. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? On a des cœurs, 3 cœurs qui décident. Quand tu as faim, tu ne peux pas décider, tu le sais. Il y a un cœur qui décide dans ton ventre. Donc, le cœur de l'estomac, le cœur du ventre, le cœur des émotions, le cœur, siège des sentiments, et le cœur cérébral, siège des décisions, c'est 3 cœurs. Si je veux parler d'un document technique comme celui-là, je dois me reposer, je dois calmer le public et lui dire maintenant, je vous invite. Et c'est important de parler de verbes comme inviter. Pas je vous prie de bien vouloir, je vous demande d'être silencieux face à cette vidéo. Non, je vous invite à visionner avec moi ce schéma ou cette animation. Après, vous allez me dire ce que vous avez retenu.
Quand tu impliques le public dans ta stratégie de communication, le public se sent valorisé. Quand tu crées de la valeur, tu te crées la même valeur que tu as partagée. Voilà. Je pense que nous sommes au terme d'une rencontre qui a parlé un peu du tout et de rien. Je ne sais pas si j'ai été utile. Il y a plein de choses qu'on peut discuter. Il y a plein de données. Aujourd'hui, je voulais que ça soit, quand j'ai discuté avec Mohamed Selm, je me suis dit, il m'a dit, monsieur, qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit, Mohamed Selm, que ça soit une entrée en matière. Si un jour, ils ont besoin de moi, on va essayer de définir des pistes. Parce que dans la communication, je serai plus utile en utilisant l'art-thérapie, l'anti-timidité, les réseaux sociaux, la connexion à soi et à l'autre. Quand je viendrai en Mauritanie, partager un couscous, ça me fera plaisir. Parce que moi, je forme les gens et je fais toujours une demi-journée de plénière pour expliquer le concept. Et puis après, il faut passer en atelier. Et là, en mode webinaire, c'est pas facile de passer en atelier. Et un jour, je serai très heureux de venir en Mauritanie et partager avec vous des connaissances et essayer de marcher avec vous, de faire quelques pas avec vous. Vous avez remarqué qu'encore une fois, je suis en train de parler de moi et vous. Ensemble, on va plus loin, seul, on va plus vite. Voilà. Donc, si vous êtes branché sur ce que j'ai dit, n'oubliez pas de vous connecter à vous, pour vous connecter à l'autre, pour vous connecter, vous et l'autre, on monte à l'environnement qui vous est ambiant. Je vous parlerai un autre jour de la façon de communiquer, des gestes à faire, des gestes à ne pas faire, des entretiens d'embauche. Je peux vous faire une formation technique sur comment mener un CV intelligent, comment écrire un CV accrochant, comment utiliser l'intelligence émotionnelle dans sa vie quotidienne, dans sa vie professionnelle. Voilà. Je remercie infiniment pour ce bonheur. Vous êtes en train de m'écrire des choses qui font chaud au cœur, mais je pense que c'est à moi de vous écrire à quel point j'ai été ravi de partager de petits savoirs que j'ai avec vous. Sachez que le vrai handicap se passe au niveau des émotions. Ne laissez jamais vos émotions vous conduire. Si vous voulez résister au stress, ne laissez pas le stress devenir résistant. Si vous voulez résister au stress, ne laissez pas le stress devenir résistant. Je vous souhaite beaucoup de chance dans vos recherches. Je vous souhaite beaucoup d'amour dans ce que vous faites. Vous allez essayer d'écrire des messages à vos parents pour leur dire merci pour ce que vous avez fait, pour les sacrifices également, parce que quand même, ils ont fait des sacrifices. Vous savez, c'est des reconnaissances. Elle va booster leur confiance. Ils vont vous envoyer de l'argent, peut-être demain. Qui sait? Je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si j'ai tout dit, Mohamed. Monsieur le Président Abidine Haï, je vous remercie beaucoup, le Président, chef de comité de formation et de développement des talents, M. Abidine Haï. Je remercie Monsieur Abidine et Monsieur Haï. Je ne connais pas encore l'équipe Mohamed. Je remercie Mohamed Selem qui a fait de sorte que je vienne ici aujourd'hui chez lui à vous donner mon petit savoir sur le domaine. Je remercie tous ceux qui étaient là à interagir avec moi. C'était un plaisir. N'oubliez pas, décidez de votre décision, ne laissez jamais vos décisions revenir aux autres. Vous êtes magnifiques, je vous souhaite une agréable soirée et à la prochaine peut-être. Au revoir. C'est juste avant qu'on ferme le live, je voulais partager avec vous le certificat. D'accord. J'ai quelque chose. Qui est signé par le président du réseau. J'ai quelque chose. C'est gentil. C'est gentil. Et un de plus. Gentil. C'est gentil. Et un de plus. D'accord. Oui. Alors, peut-être à la prochaine, on va la faire en Mauritanie. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Vraiment, on grandit ensemble. On grandit jamais seul. Merci beaucoup. Au revoir. Sorry.